Alors, mes chers collègues, tout aligné. Non, je suis ravie d'accueillir ce matin l'historienne Cécile Berly, spécialiste d'Olympe de Gouges, qui est maintenant, tout le monde le sait, l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, que nous célébrons ce matin, puisque nous venons d'inaugurer la salle qui porte désormais son nom et dans laquelle nous nous réunissons. Nous nous réunirons avec d'autant plus de plaisir, même si elle est un petit peu en dehors du palais, maintenant qu'elle s'appelle Olympe de Gouges. Nous ne bougerons plus. Pour marquer cette occasion très spéciale, à l'occasion du 25e anniversaire de notre délégation, j'ai souhaité vous proposer une conférence sur cette figure historique et symbolique de la lutte pour les droits des femmes, mais aussi, on le sait peut-être moins, du combat pour l'abolition de l'esclavage. Cécile Berly est une écrivaine, historienne, spécialiste du XVIIIe siècle, plus particulièrement de Marie-Antoinette, mais aussi d'Olympe de Gouges, néanmoins que je considère comme une de mes amies, qui est iconaise. Il y a des femmes de valeur dans Lyon, je vous assure. Et j'ai pu assister déjà à une de ces conférences qui a eu lieu, ça ne vous surprendra pas, à la Maison de Colette. Et donc, mais je voulais vraiment vous faire profiter de cette expérience. Donc, merci beaucoup à Cécile d'avoir accepté de venir et de nous parler d'Olympe de Gouges. Et c'est à toi maintenant. Celui-ci. C'est sûr, ça allait beaucoup moins bien marcher comme ça. Bonjour à toutes. Oui, à toutes. Voilà. Un immense merci à toi, Dominique, pour cette invitation. C'est évidemment un honneur pour moi d'être ici présente et de pouvoir vous parler de... J'ai la chance d'avoir un métier qui est ma passion. Ces femmes du XVIIIe siècle qui m'accompagnent depuis près de 25 ans et auxquelles je consacre mon travail, mon temps, mon énergie. Voilà. Comme je le dis souvent, je ne suis pas du tout une militante, mais je suis quelqu'un de profondément engagé. Et effectivement, travailler, écrire sur elles, partir même aux quatre coins de la France et à l'étranger pour parler de ces femmes du XVIIIe siècle qui sont, à mon sens, toutes pionnières, c'est-à-dire que nous sommes toutes en fait les héritières de ces femmes qui ont osé s'affranchir de leurs conditions initiales, c'est-à-dire celle d'être nées femmes. Alors on va parler dans un premier temps évidemment d'Olympe de Gouges. Quelle magnifique idée de lui avoir donné, d'avoir donné son nom à cette salle, qui est évidemment une salle prestigieuse. Je voudrais quand même dire une petite chose sur son nom d'Olympe. Elle est née Marigouze au mois de mai 1748 à Montauban, c'est donc une Occitane. Elle n'a pas 17 ans, elle épouse un homme qui s'appelle Yves Aubry, qui est un homme absolument épouvantable. Et manifestement, elle a connu toute jeune ce que l'on appelle aujourd'hui les violences conjugales. Il va mourir, elle ne jouera pas du tout la veuve éplorée. Et dans cette France du XVIIIe siècle, elle aurait dû s'appeler la veuve Aubry. Dans cette société qu'on appellera bientôt la société d'Ancien Régime, le veuvage, c'est la seule qualité que l'on peut reconnaître aux femmes quand elles prétendent avoir un peu plus de liberté. La future Olympe refusera catégoriquement d'être la veuve Aubry. Elle le dira, je détestais cet homme de son vivant, je le déteste autant mort. Et j'insiste, elle ne jouera pas du tout à la veuve éplorée. Et surtout, ce qui est fondamental, et ça c'est vraiment, je pense, la première manifestation de cette liberté inouïe, c'est qu'elle a pensé, elle a réfléchi et elle a imposé à toutes et à tous sa propre identité, c'est-à-dire celle en tant que femme, mais également, bien sûr, en tant que femme de lettres, Olympe de Gouges. Et ça, c'est assez inédit parce que quand on travaille sur l'histoire des femmes, et quand on travaille en particulier sur l'histoire des femmes en littérature qui écrivent, cette identité qu'elle choisit, déjà, elle ne va pas se cacher derrière une identité masculine, elle va se cacher derrière une identité nobiliaire et céleste, Olympe. Ça renvoie évidemment aux dieux de l'Olympe et aux déesses de l'Olympe. Ça en dit long déjà sur cette personnalité qui est en tout point absolument exceptionnelle. J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure au moment de l'inauguration, quand tu as parlé de ce portrait d'Olympe de Gouges.
On est le 26 juillet 2024, journée, soirée d'inauguration de l'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, il y a un moment où on m'a, si j'ose dire, totalement perdue, c'est quand j'ai vu surgir de son piédestal doré cette Olympe de Gouges à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qui brandit ses écrits. Parce qu'Olympe de Gouges, là, c'est la plus belle image que l'on peut produire d'elle. Et quand je parle d'image, il se trouve que, alors ça c'est une immense frustration pour l'historienne que je suis, il n'y a pas de portrait d'Olympe de Gouges. Il n'y a pas d'iconographie d'Olympe de Gouges. Au mieux, on peut attribuer tel portrait, que ce soit en pied ou simplement son buste. On ne sait pas, on ne connaît pas les traits de son visage. Et je pense que le 26 juillet, il y a une étape supplémentaire dans, allez, on va employer les mots d'aujourd'hui, dans la visibilisation d'Olympe de Gouges. C'est-à-dire mettre un visage en plus doré sur cette femme, c'est évidemment ô combien émouvant. Et encore une fois, on peut rendre hommage à celui ou à celle qui a pensé de montrer cette femme brandissant ses écrits. Parce que c'est ça, Olympe de Gouges. C'est avant tout une femme, alors une femme de lettres. Ça fait du bien qu'on puisse dire enfin femme de lettres, parce que pendant très longtemps, et les Français ont été les premiers à mal la traiter. On va redécouvrir Olympe de Gouges en France qu'à la fin des années 1970, début des années 80. Pendant très longtemps, on disait, bon, oui, bon, elle écrit, ça l'occupait, bon, elle pense relativement bien, elle est gentille, elle est humaniste, mais en fait, maintenant, il suffit. C'est un écrivain, alors c'est pas une styliste. D'ailleurs, le style, Olympe de Gouges, si j'ose dire, elle s'en fiche. Elle n'est pas là, en fait, pour briller par le style. Elle est là, en fait, et alors, ça, c'est presque inédit dans l'histoire de la littérature. Quand on est une femme, je refuse d'employer l'expression littérature féminine. Les écrits de femmes, c'est de la littérature tout court. Quand elle écrit, quand elle commence à écrire, on est au début des années 1780, elle a à cœur véritablement de défendre des idées. Olympe de Gouges, c'est une littérature d'idées. En fait, c'est l'ancêtre ni plus ni moins d'une Simone de Beauvoir. Et je vais encore plus loin. Ces dernières années, moi, je me bats non seulement pour qu'on la reconnaisse véritablement comme femme de lettres, c'est quand même 150 écrits, hein, Olympe de Gouges. Et on va évidemment en parler ensemble. Ces idées, elles sont toutes sublimes, d'une modernité pas possible, progressiste. Mais c'est aussi une philosophe des Lumières. Et on commence seulement à se dire, ah bah oui, effectivement, quand on fait l'effort de sortir de l'étiquette du préjugé et qu'on commence à la lire, on s'aperçoit que c'est véritablement une philosophe des Lumières. Alors déjà, pour une femme, trouver sa place dans le rang des écrivains, c'est compliqué, mais alors dans le rang des penseurs et des philosophes, sachant que, là je vais écorner leur image, les philosophes des Lumières étaient d'une misogynie patentée. Donc, avec différents degrés, mais alors si je pense par exemple à un Rousseau, pardon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais quand je pense aux néo-féministes d'aujourd'hui qui se revendiquent toutes de Rousseau, mais ont-elles déjà ouvert Rousseau? Parce que c'est simple, il leur interdit l'accès à l'éducation, à l'instruction, au fait de penser. Bref, c'était une petite parenthèse un peu militante pour ce coup. Faire d'Olympe de Gouges une philosophe des Lumières, il est temps de la considérer véritablement comme une philosophe des Lumières. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Olympe de Gouges, par son parcours de vie, comme on dit au XVIIIe siècle, elle est née bâtarde. C'est-à-dire, c'est une enfant illégitime. Au XVIIIe siècle, ce sont des milliers et des milliers d'enfants, garçons ou filles, qui ont ce statut d'enfant illégitime. Dans cette société française du XVIIIe siècle, quand vous êtes illégitime, vous n'êtes rien de votre naissance jusqu'à votre mort. La future Olympe a eu cette force très jeune de comprendre qu'une violence, une faiblesse, une blessure, l'individu a la capacité de la transformer en force. Elle est anachroniquement résiliente. Et donc, elle va faire justement de cette bâtardise une véritable force. Alors, par exemple, dans ces textes, elle va s'intéresser au statut des bâtards et des bâtardes. Plus exactement, elle va expliquer que c'est la société dans son ensemble qui doit prendre soin des enfants illégitimes.
que c'est la société qui doit œuvrer, le législateur doit œuvrer pour que, par exemple, les enfants nés bâtards puissent prétendre à l'héritage du père. Elle va s'intéresser aux filles-mères, qui étaient l'opprobre absolu. Être fille-mère dans cette société du XVIIIe siècle, c'était être ni plus ni moins taxé d'être une prostituée. Elle va s'intéresser à ce qu'on appellerait aujourd'hui les violences conjugales, pour cause. Elle a connu, manifestement, elle a connu ces violences conjugales. D'ailleurs, elle-même se considère comme une sacrifiée sur l'autel du mariage. C'est la dernière partie de sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791. Elle propose, ni plus ni moins, l'annulation du mariage, qu'il soit religieux puis plus tard civil, par un contrat d'union favorisant l'amour, le sentiment d'amour, et favorisant la liberté des individus. Car elle l'a bien compris, elle l'a expérimenté dans sa chair, les femmes étaient très clairement sacrifiées sur l'autel du mariage. Bien évidemment, dans toute l'œuvre d'Olympe de Gouges, il y a une place considérable accordée au thème de la non-place des femmes dans la société et la question des droits des femmes. C'était en amont déjà de sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une chose qu'on oublie, les premiers écrits par lesquels elle va se distinguer, alors là, c'est totalement, je dirais presque incongru pour son temps. Elle va réfléchir, en ayant exactement la même méthode de travail que ses confrères philosophes, à la non-place des Noirs, à la question de l'esclavage et au fait que ceux qui sont, comme on dit au XVIIIe, nègres de couleur, hommes ou femmes, comment ça se fait qu'ils n'ont absolument aucun droit? Comment peut-on justifier, par les lois de la nature, qu'une partie de l'humanité réduise l'autre en esclavage? Et c'est ce qu'elle démontre, c'est ce qu'elle déconstruit dans ses écrits, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune légitimité à revendiquer l'esclavage comme étant un modèle de société. Mais elle va encore plus loin. Olympe de Gouges, et c'est une des raisons pour laquelle je l'aime tant, elle va théoriser, sans prononcer le mot, la laïcité. Elle est déiste, elle ne supporte pas, cependant, l'omniprésence, l'omnipotence de l'Église catholique, de ce contrôle de cette société française par l'Église catholique. Par exemple, elle écrit qu'elle dénonce les vœux forcés des femmes. Pendant très longtemps, les femmes, soit les femmes pauvres en particulier, bien sûr, soit elles terminaient sur le trottoir, soit dans l'espace du cloître. Elle trouve ça absolument abominable. Il faut interdire les vœux forcés des religieux. Et il faut que la religion ne soit plus d'État, comme c'était le cas jusqu'en 1789. Il faut que la religion reste à sa place, c'est-à-dire dans l'espace privé. Elle va encore plus loin. Elle réfléchit et elle écrit sur comment prendre soin, comment prendre en charge les filles-mères, les bâtards, les indigents. Il faut créer, et là elle pense avant George Sand, avant 1848, elle veut penser à des ateliers nationaux pour donner du travail à toutes et à tous, parce que la pauvreté, l'indigence, elle ne la supporte pas. Ça va encore plus loin. Elle réfléchit, et alors ça, j'ai beau avoir creusé, à mon sens, c'est la première. Comment la société doit prendre en charge les personnes dites âgées, les personnes qui travaillent jusqu'à la mort. Elle va réfléchir, mais ces femmes, ces hommes n'ont plus les moyens physiques de travailler. C'est à la société, c'est à l'État de penser à prendre soin d'eux et à leur donner les moyens de vivre décemment. C'est totalement inédit dans l'histoire de la pensée. Par ailleurs, c'est une femme qui a des préoccupations hygiénistes. Olympe de Gouges, on a un de ses écrits dans lequel elle écrit concrètement « Il faut prendre soin des femmes enceintes, en particulier des plus pauvres ». Elle est toujours du côté des vrais pauvres, Olympe de Gouges. Et il faut les aider à pouvoir à la fois attendre leur enfant, mais surtout accoucher dans des conditions d'hygiène. Parce qu'elle a compris que le fort taux de mortalité des femmes qui accouchent, comme le fort taux de mortalité infantile, est lié probablement au manque d'hygiène. On n'est qu'au XVIIIe siècle. Ces préoccupations hygiénistes, elles sont totalement anachroniques pour son temps.
Elle réfléchit également à la question de la violence à des fins politiques. Elle va l'écrire tout au long de la Révolution. Elle écrit dans la fièvre pendant la Révolution. Elle écrit. Elle déclare que en Révolution, le sang souille toute révolution, qu'il n'est pas acceptable qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, avoir recours à la force armée, alors qui plus est à la force populaire. Et d'ailleurs, quand il y a des journées révolutionnaires auxquelles elle ne participe jamais, elle ne participe à aucune journée de la Révolution, Olympe. Quand elle constate qu'il y a des débordements populaires, et il y en a eu, quand cette violence est générée par des femmes, elle la dénonce, elle la trouve encore moins excusable que quand c'est une violence générée par des hommes. Olympe de Gouges, elle est aussi de façon anachronique féministe, parce qu'évidemment le mot n'existe pas à son époque, mais attention, elle a un regard nuancé sur toute chose, sur l'humanité, sur les hommes et sur les femmes. Elle l'écrit dans plusieurs textes, en particulier dans sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle n'excuse jamais en rien les mauvais comportements des femmes. Et puis c'est aussi une militante pour l'abolition de la peine de mort. Alors là-dessus, elle n'est pas pionnière, parce qu'évidemment, il y a un courant de pensée qui traverse tout le XVIIIe siècle, que ce soit en France ou à l'étranger, mais elle est résolument opposée à la peine de mort. Quand on sait comment elle termine, c'est évidemment d'autant plus sensible. Alors, pour terminer ce premier temps de présentation, là, c'est l'historienne des femmes qui réfléchit. Quelle est la place aujourd'hui d'Olympe de Gouges? C'est une vraie question. Elle est ici. Elle est depuis 2016 dans les couloirs de l'Assemblée nationale, puisque c'est la première femme qui a eu son buste sculpté et placé dans la galerie en face de Jean Jaurès. Bien évidemment, pour moi, sa place, c'est le Panthéon. C'est le Panthéon parce que Olympe de Gouges, alors il y a plusieurs idées qui évidemment justifient sa panthéonisation. Évidemment, déjà, en brassant évidemment à grands traits, on mesure la modernité, le progressisme et l'humanité de cette femme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle meurt guillotinée à l'âge de 45 ans, après 5 mois d'enfermement, de conditions carcérales extrêmement drastiques, où on s'est appliqué méthodiquement à l'humilier sans cesse, toujours plus. Et il faut le dire, moi qui ai eu les actes du tribunal révolutionnaire la concernant entre les mains, elle a été condamnée très clairement pour avoir écrit. Si je devais résumer Olympe de Gouges, sa vie, son œuvre en une phrase, c'est écrire et mourir pour ses idées. Si ça, c'est pas digne du Panthéon, je ne sais pas ce qui est digne du Panthéon. Quand elle est au tribunal révolutionnaire, elle le sait pourquoi elle est là, c'est-à-dire parce qu'elle a écrit des textes politiques qui, je cite de mémoire, auraient tenté de fragiliser la République une et indivisible. Elle est devant le tribunal et elle assume ses idées, elle dit « je ne renie rien ». Qui plus est parce que la quasi-totalité des textes d'Olympe de Gouges, elle les diffuse, elle inonde tout Paris, y compris, elle va placarder les murs de Paris par ses textes. Non mais c'est d'une insolence pour une femme à cette époque, c'est absolument incroyable. Et surtout, elle est jusqu'au boutiste, contrairement à ce que l'on dit. Non, elle n'est pas hystérique et suicidaire. Elle a simplement des idées et elle les respecte et elle se respecte. Elle va jusqu'au bout de ses convictions. Et donc, devant ses juges, elle le dit, je ne renie aucune de mes idées. Tous ces textes sont de ma plume, ce sont mes idées, je ne les renie pas. Elle avait quand même la guillotine pour perspective. Quand elle arrive au tribunal révolutionnaire, bien évidemment, elle aurait dû avoir un avocat qui n'est pas venu. Elle s'en étonne. Et elle demande au président Herman s'il est possible d'en avoir un autre. Respectons les droits de la défense. Merci. On lui rétorque, « Madame, vous avez suffisamment d'esprit pour vous défendre seule. » Elle s'est défendue. Quand on lui a laissé le temps de se défendre, si je devais résumer le temps
les quelques heures de ce procès, c'est j'assume mes idées, je les revendique, j'assume mes écrits, c'est moi qui les ai écrits, c'est moi qui les ai signés, c'est moi qui les ai diffusés. Et elle meurt donc le lendemain, le 3 novembre 1793, l'actuelle place de la Concorde, à l'époque place de la Révolution. Et là, ça sera le premier mot de la fin. La Révolution, la guillotine aussi, pour la faire taire. Parce que même depuis ses prisons, elle réussit à écrire, et à faire sortir depuis... Elle a fait 5 prisons différentes en 5 mois. Hein. Elle réussit non seulement à écrire en prison, mais à faire sortir ses écrits depuis ses prisons et à encore inonder le tout Paris de ses écrits, les feuilles volantes, les brochures, les placards. Donc vraiment, il y avait, pour les autorités révolutionnaires, il n'y avait que cette solution, la guillotine, pour la faire taire. Et ça a marché. Alors, sur le moment, évidemment, puisqu'elle est guillotinée, mais c'est aussi parce qu'elle va tomber dans l'oubli. Pendant largement plus d'un siècle, dans les livres d'histoire parlant de la Révolution, il n'y a pas d'Olympe de Gouges, y compris quand ce sont des livres sur les femmes et la Révolution. Michelet, il y a 2 lignes en disant, bon, elle était complètement folle, donc c'est pas la peine de s'attarder sur son cas. C'est aux États-Unis, puis dans les pays anglo-saxons, où il y a eu les premiers mouvements féministes, véritablement féministes, avec les suffragettes, qu'on redécouvre Olympe de Gouges. Et comme je disais tout à l'heure, en France, on est vraiment les mauvais élèves parce qu'on ne la redécouvre véritablement que depuis le début des années 80. Il faut absolument qu'Olympe de Gouges soit à côté de son ami Condorcet au Panthéon, qui a été, grâce au couple Badinter, panthéonisé en 1989 et qui a été probablement encore plus féministe, plus radicale dans sa compréhension de ce qu'aurait dû être la place des femmes dans cette société française du XVIIIe siècle, avec lequel Olympe de Gouges a échangé, écrit, philosophé, politiqué, comme on disait au XVIIIe siècle. Donc Olympe, sa place, c'est au Panthéon. Je vous propose qu'on puisse avoir éventuellement un petit temps d'échange si vous avez des remarques, et d'autant plus que moi j'en ai. Et non mais alors merci beaucoup de cette présentation d'Olympe de Gouges. Et alors ça a rebondi sur beaucoup de choses. Déjà sur les travaux de la délégation, puisqu'on se rend compte que tous les travaux de la délégation finalement recouvrent des choses pour lesquelles elle se battait. Alors, c'est à la fois une bonne chose en se disant qu'on ne s'est pas trompé en choisissant Olympe de Gouges. C'est une mauvaise chose en se disant que quand même, 231 ans plus tard, on se bat encore pour les mêmes choses. Et donc, effectivement, 25 ans encore ne suffiront pas. Il faudra ne jamais lâcher. Et c'était Simone de Beauvoir. Et d'ailleurs, ça a été le titre d'un de nos rapports. Il suffira d'une crise économique, etc. Et donc, ne lâchez jamais rien. Et Claudine Monteil, à qui a été dite cette phrase, nous le rappelle à chaque fois qu'on la rencontre. Et donc, voilà. Autre chose aussi, franchement, quand on parle de violences faites aux femmes, j'ai beaucoup aimé la phrase « la révolution, la guillotine pour la faire taire ». Or, aujourd'hui, on le sait, dans les violences faites aux femmes, le phénomène de la strangulation revient de façon régulière. La strangulation et l'étouffement, parce que l'objectif premier qui mène à la mort, mais l'objectif premier, c'est de faire taire la femme. Et on voit que là encore, 231 ans plus tard, alors c'est moins dans la rue, mais c'est toujours à la maison. Donc c'est une lutte que nous devons mener. Et donc j'ai bien compris que le combat à mener aujourd'hui, Olympe de Gouges, rue Servandoni, Olympe de Gouges, ici au Sénat, rue Casimir de la Vigne. Continuons le chemin et allons jusqu'au Panthéon. Mais maintenant, je laisse la parole à mes collègues. Annick Billon. Merci, Madame la Présidente. J'étais en train de réfléchir aux questions que j'allais poser, mais donc je vais réfléchir en direct. Merci, Madame, pour cette présentation à la fois détaillée et aussi on ressent le personnage à travers cette présentation. Vous avez dit qu'elle était humaniste et on ressent beaucoup d'humanité aussi dans vos propos. Donc merci à vous et à la Présidente.
Et je dois dire qu'après cette inauguration très réussie, il faut le dire, en présence des questeurs, des vice-présidents du Sénat, de ministres, eh bien, je félicite à la fois la délégation et sa présidente pour avoir réussi à mobiliser à 8h30 autant de personnes engagées pour le droit des femmes et qui ont répondu présent à cet événement. Alors, peut-être un écho par rapport à ce que vous avez dit, la place des femmes dans l'espace public. Finalement, elle est le reflet de la place des femmes dans l'histoire ou de l'écho qu'on peut en donner. On a eu un mouvement il y a quelques années, c'était, je crois, moins de 15%, je vais dire, pour être sûr du chiffre, de rues et de places qui étaient attribuées à des noms de femmes. Donc aujourd'hui, on a baptisé une salle aux lames de gouges, c'est une très bonne chose et je félicite vraiment la présidente pour avoir porté au plus haut niveau du Sénat cette proposition et d'avoir réussi à la faire aboutir. Comment pensez-vous qu'on puisse réhabiliter toutes ces femmes qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire et qui sont absentes de l'espace public, à la fois au niveau des rues, au niveau souvent des manuels aussi en réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces femmes qui ont eu, que ce soit des femmes dans le domaine de littérature, que ce soit des femmes également finalement ingénieurs, des femmes qui ont apporté des choses à la société au cours de l'histoire, comment faire pour que ces femmes ressurgissent et soient mises en valeur à la fois dans l'espace public, dans les manuels et finalement dans notre histoire commune. La deuxième question que j'aurais eu envie de vous poser, c'est comment Olympe de Gouges, puisque elle faisait de la politique finalement. Oui. Voilà, donc comment cette Olympe de Gouges peut-elle inspirer aujourd'hui les générations actuelles et notamment la politique, parce que elle a fait de la politique de manière extrêmement noble, puisqu'elle est allée au bout de ses convictions sans finalement intégrer les conséquences que ça pouvait avoir. Et on le voit, c'est vrai, trop souvent, ce qui est reproché à la politique aujourd'hui, c'est finalement d'avoir des convictions à géométrie variable en fonction des échéances électorales. Donc comment elle peut inspirer les politiques aujourd'hui ? Et je pense que j'ai fait le tour en réfléchissant en direct. Mais encore merci pour votre venue ce matin et vos propos très inspirants. Je propose qu'on prenne plusieurs questions. Je prenne vraiment mon stylo. Alors, Olivia Richard et Laure Dacos. Merci Madame la Présidente, merci beaucoup chère Madame. Merci pour cet événement et je regarde aussi les membres, les dames sans qui rien ne serait, parce que c'est un événement qui fait du bien. Il y a eu beaucoup de sourires ce matin, il n'y en a pas tant en ce moment. Je regrette juste que ce n'ait pas eu lieu la semaine prochaine, on aurait peut-être eu un peu plus de temps. Peut-être que la semaine prochaine, ça va beaucoup se dégager comme... Voilà, pardon, ça c'est fait. Et sinon, oui, c'est passionnant tout ce que... J'ai lu un tout petit livre sur elle cet été, vous soulevez plein de questions. Quel écho a-t-elle eu ? Vous avez dit qu'elle avait inondé Paris, c'est bien l'impression que j'avais lue. Elle était suivie, elle n'était pas calculée, elle était déconsidérée, elle dérangeait. Quel écho et pourquoi ? Comment expliquez-vous qu'une telle femme ait été à ce point niée pendant si longtemps ? On sait qu'il y a eu un mouvement d'études, d'historiennes qui se sont penchées sur plein de questions féministes dans les années 70. Donc je comprends pourquoi c'est revenu à ce moment-là, mais pourquoi est-ce qu'on l'a oublié à ce moment-là ? Merci. Oui, merci beaucoup, Madame, parce que, en effet, votre exposé était passionnant. J'avais déjà lu des choses sur elle, mais ça m'a donné encore plus envie de me plonger dans cette vie passionnante. Et vous avez raison, elle aurait toute sa place au Panthéon. J'en suis vraiment intimement persuadée. Ce qui m'a intéressé, c'était ce qu'elle a pu avoir comme combat. Alors déjà, vis-à-vis des seniors, parce que d'abord, on ne vivait pas aussi longtemps qu'actuellement. Et c'est vrai que du coup, la vieillesse était beaucoup plus rabaissée en termes d'âge, mais c'était intéressant qu'elle puisse s'en préoccuper. Est-ce que c'est parce qu'elle-même avait des parents âgés qu'elle a accompagnés, ou est-ce que voilà, des gens dans son entourage qui avaient vécu assez
assez longtemps par rapport à l'époque pour qu'elle s'en soit souciée. Et puis, la même chose sur l'esclavage. Parce que, est-ce que ça veut dire que dans son entourage, elle a pu rencontrer des esclaves qui se sont émancipés ou quel est son parcours en fait pour avoir été en fait avoir eu cette prise de conscience par rapport à cette population-là, hein, ce qui n'est pas toujours évident quand on est dans un monde parisien. Béatrice Gosselin, pour terminer. Oui, merci. Alors, je voulais vous remercier parce que c'était vraiment passionnant. Alors, elle a combattu l'esclavage, Laure vient de le rappeler. Elle a combattu aussi le fait pour les enfants qui étaient illégitimes. Mais aussi, j'ai l'impression elle combattait aussi la guerre. Et quand vous disiez qu'elle avait comme ami Condorcet, je lis un truc où, en 1792, elle fait 2 écrits en disant « La guerre n'amène rien, ce ne sont que des victimes, etc. » Alors, on va en reparler. Et puis, dernière chose que je voulais vous poser comme question, est-ce qu'il y avait quelques femmes comme elle, dans la période où elle a vécu, qui ont pu éventuellement faire ce réseau? Alors, j'ai bien compris qu'elle était assez isolée, mais y a-t-il quand même quelques femmes? Moi, je ne connais pas suffisamment les femmes du 18e pour le savoir. Merci. Allez. Alors, première question, comment en fait, si j'ose dire, féminiser nos espaces publics, c'est-à-dire les places, les rues, etc. Alors, dans le cas de l'Inde de Gouges, il faut reconnaître que depuis quelques années, il y a un grand nombre d'établissements scolaires, de crèches, de places, de rues. Elle est de plus en plus présente. Cependant, c'est une véritable question. Et il faut réfléchir à une méthodologie de travail, en fait, parce que ça pose d'immenses problèmes, et des fois des problèmes qui n'ont aucun rapport avec la question de la féminisation de la vie publique, tout simplement parce qu'il y a une logistique, il y a une matérialité de la rue, changement de rue, etc. Ça implique énormément de questions qui dépassent largement la question des femmes et du féminisme. Moi, à mon sens, alors je crois que vous l'avez compris, hein, mon travail, c'est de travailler sur toutes ces femmes. Moi, je pense qu'il faut accepter aussi que le temps fasse son œuvre. C'est-à-dire que plus on s'empare des sujets de façon apaisée, sereine, non conflictuelle, les choses doivent se dérouler aussi. Tout à l'heure, vous disiez, madame, les sourires. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on a souri à l'inauguration de cette salle parce que ça a du sens. Voilà, c'est la question du sens. Moi qui fais énormément d'interventions dans des collèges, dans des lycées, entre autres pour parler d'Olympe de Gouges, qui vais un peu partout avec elle et avec d'autres femmes, j'ai l'impression que petit à petit, en fait, les choses évoluent et sans les brutaliser. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, par exemple, lancer un projet citoyen. On peut questionner les citoyens et les citoyennes sur quels seraient les noms aujourd'hui que vous aimeriez avoir pour nom de rue, de place. Et en fait, je pense que ça fait partie des évolutions qui sont certes lentes, mais qui sont de toute façon inéluctables vu dans les nouvelles générations. Il faut quand même, pour une fois, soyons un peu optimistes. Je crois que dans les nouvelles générations, les jeunes filles comme les jeunes garçons sont extrêmement sensibilisés à cette question de la place des femmes. Et d'ailleurs, même, souvent de façon un peu naïve, ils disent « mais nous, on ne comprend pas pourquoi, en fait, on parle si peu des femmes ». Donc, je pense que là, il y a vraiment une question de méthode de travail. Moi, je crois énormément au projet citoyen. Il y a quelques années, dans la ville des Lilas, j'avais mené un projet, il y avait eu l'inauguration du parc Simone Veil, la politique, hein, pas la philosophe. Et j'avais fait créer par des élèves de seconde générale une exposition pérenne où, dans le parc Simone Veil, on pouvait déambuler et suivre l'histoire de Simone Veil. Et donc, quand on suivait l'histoire de Simone Veil, ça veut dire qu'on suivait aussi l'histoire de la Shoah, d'une famille française laïque parfaitement assimilée. J'avais demandé à ce qu'il y ait aussi un panneau rédigé sur Simone Veil et son amie Marceline Loridan-Evans. Bref, quand on va depuis 2018 dans le parc Simone Veil, non seulement on est dans le parc Simone Veil, mais on lit
l'histoire de Simone Veil et de ses amis qui ont connu la Shoah, la déportation. Et je crois beaucoup à ces initiatives où il faut évidemment des compétences pour mener tout ça. Donc ça peut être par le biais d'ateliers d'écriture, le biais de conférences, etc. pour que petit à petit, en fait, les femmes prennent leur place dans la matérialité de la rue, de l'espace public. Voilà. Et je suis bien convaincue que ça va prendre du temps. Vous avez soulevé d'ailleurs quelque chose qui est essentiel. On parle des femmes qui écrivent, on parle des femmes politiques, mais il y a les ingénieurs, il y a les sportives, il y a les scientifiques. N'est-ce pas, Dominique? Voilà. Bref, tous ces domaines où en fait les femmes se sont aussi illustrées et ce sont encore des histoires à écrire. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en France, il y a une telle demande sociale d'histoire, c'est parce qu'on a encore tant à écrire sur... moi, j'ai un fantasme, qu'on ne parle plus d'histoire des femmes. C'est pas pour demain matin. Je pense que je ne le connaîtrai pas de mon vivant, mais que voilà, toutes ces femmes, en fait, puissent aussi avoir leur place sur les étagères des librairies. C'est-à-dire pour qu'elles puissent après, qu'on comprenne que leur place est aussi dans l'espace public, c'est-à-dire qu'elles constituent notre histoire, notre mémoire, notre citoyenneté, il faut les avoir étudiées. Et donc tout ça, ça va prendre du temps. L'autre question. Olympe de Gouges et les générations actuelles. Bonne nouvelle, notre jeunesse adore Olympe de Gouges. Entre autres parce que, justement, il y a eu tout un travail éditorial autour de cette figure. Je pense évidemment en premier lieu au roman graphique de Catel et Bocquet. Première édition 2012, depuis chaque année, réédition, réédition, réédition. Bon, il y a quelques pages qui sont un peu historiquement... bon, je ne vais pas faire mon mauvais esprit. Comment ? Oui, non, mais c'est surtout qu'il y a des éléments qui historiquement tiennent pas. Mais en fait, j'ai envie de dire, à la limite, c'est pas si grave que ça. Parce que, par exemple, dans ce roman graphique, il y a une chose essentielle. Enfin, Olympe de Gouges a un visage. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'interroger Catel sur... Mais quand il a fallu représenter Olympe de Gouges, il a fallu qu'elle crée son Olympe de Gouges. Et ça, c'est fascinant. Ça veut dire qu'on est en train de la recréer. Et la nouvelle Olympe de Gouges, c'est celle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les nouvelles générations sont ô combien, alors là, ces dernières années, je ne peux plus les compter. J'ai fait en France comme à l'étranger, dans les lycées français, sur invitation des instituts français, des conférences sur Olympe de Gouges à destination de la jeunesse. Et les jeunes, filles comme garçons, ils en sont, mais... Ils la trouvent extraordinaire. C'est leur copine, quoi. Ils aimeraient la voir comme meilleure amie. Enfin, voilà. Donc là-dessus. Et d'ailleurs, moi, j'avais mené des ateliers d'écriture où je demandais à des jeunes d'écrire une lettre à Olympe de Gouges. Et ça a donné des choses exceptionnelles. Donc, et c'est un exercice difficile d'écrire une lettre à quelqu'un qui, par définition, ne nous répondra pas. Mais on sent qu'il y a une proximité. Eux, ils ont compris sa modernité, ils ont compris en fait son humanité. Voilà, c'est ça qui les séduit en fait. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment une excellente nouvelle. Il y avait une question sur quel a été en fait l'écho à l'œuvre, aux idées d'Olympe de Gouges dans son temps, à son époque. Réponse très contrastée. J'ai envie de vous dire nul. Un exemple très concret. La diffusion, le 14 septembre 1791, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Aucun, je dis bien aucun écho. Voilà. Pourtant, elle s'est donné les moyens. D'ailleurs, c'est l'un de ces rares textes pour lequel elle a pris véritablement du temps. Encore une fois, c'est pas une styliste. Elle l'a réfléchi, elle l'a mûri, elle la dédicace à la reine Marie-Antoinette. Il y avait évidemment une stratégie. Bon, alors, les droits des femmes, la reine Marie-Antoinette, voilà, mais on ne peut pas lui demander de changer de système de pensée, c'est pas possible. Alors, et en même temps, et c'est là où elle était très forte, elle n'a jamais évidemment gagné le moindre argent avec ses écrits. Jamais. C'était pas l'objectif d'ailleurs.
Par contre, elle dépense tout son argent au service de ses écrits. Ça aussi, c'est beau, c'est très beau. C'est un investissement. Dans l'espace public, donc, une fois qu'elle a fait imprimer ses textes, au 18e, l'imprimeur, c'est l'équivalent de l'éditeur. Elle a fait imprimer ses textes et après, elle confie ses textes à un petit métier parisien qui est en fait le colporteur, celui qui distribue les papiers, les brochures, les feuilles volantes, etc. Bon, déjà, elle inonde le tout Paris de ses textes. Surtout, je l'ai dit tout à l'heure, elle placarde certains de ses textes sur des affiches de couleur rouge ou jaune, c'est-à-dire que l'on voit de loin très bien. Et il y a une anecdote qui est tout sauf anecdotique. À Paris, sous la Révolution, il y a une expression qui revient un peu partout dans l'espace public. Tiens, c'est encore la de Gouges. Et quand on dit c'est encore la de Gouges, ça veut dire qu'on voit un petit attroupement d'individus devant une affiche de couleur rouge ou jaune. Soit on lit, soit on se fait lire, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'individus qui ne savent pas lire. Et quand je dis c'est quand même une réussite, c'est-à-dire que quand on dit c'est encore la de Gouges, ça veut dire qu'on a pris l'habitude de la lire, de croiser ces textes, et qu'on le veuille ou non, ça veut dire que, mine de rien, elle a en partie réussi son pari, c'est-à-dire d'être lue et peut-être même d'influencer. Olympe fait partie de ces individus qui a très bien compris l'écrit est un pouvoir, pour ne pas dire le pouvoir. Et donc, quand on dit c'est encore la de Gouges, ça veut dire que concrètement, elle est lue. Donc, voilà, c'est très contrasté. Sur un texte comme la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, là, c'est pareil, il faut dire les choses. Pendant cette décennie de révolution, la question des droits politiques, jamais, jamais, jamais ne franchira les portes d'aucune des assemblées nationales, que ce soit la constituante, la législative, la convention. Ce n'est pas un sujet. Les droits politiques des femmes, mais pourquoi faire? C'est pas un sujet. Donc, c'était assez logique que ce texte, évidemment, qu'on peut aujourd'hui qualifier de féministe, n'ait aucune réception. Les individus qui, au XVIIIe siècle, comme déjà un peu au XVIIe, s'intéressent sur la question des droits des femmes, mais déjà ils se comptent XVIIe, XVIIIe, nos 10 doigts suffisent amplement, et de toute façon, c'est pas un sujet. Et c'est pas un sujet pour les hommes, comme c'est pas un sujet pour les femmes. Hein, ça, ce sont des choses évidemment qui sont un peu, qui, si j'ose dire, nous hérissent un peu le poil, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que on ne s'intéresse pas à ces sujets parce que on considère que ce n'est pas un sujet. Voilà. Autre question. Pourquoi s'intéresse-t-elle à la vieillesse ou à des questions comme l'esclavage? Parce qu'il y a un parcours de vie. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a chez Olympe de Gouges, très jeune, encore une fois, elle est née bâtarde. Le mot est épouvantable, mais c'est ainsi que l'on dit au XVIIIe siècle. Ça veut dire que depuis sa plus petite enfance, d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur cette enfance, sur cette adolescence. Il faut dire les choses, les archives sont soit détruites, soit plus ou moins inexistantes. On sait qu'elle a, par exemple, à Montauban, donc qui est son lieu de naissance, tout le monde savait qu'elle était la fille la bâtarde du seigneur local. Tout le monde le sait. Tout le monde. Ça veut dire qu'elle vit non seulement avec l'opprobre de la bâtardise, mais en plus de ça, tout le monde sait que, elle, en fait, elle est le résultat d'un adultère et qu'elle est en plus la fille du riche seigneur local. Pourquoi la vieillesse? Elle s'est énormément occupée de sa mère, qui s'appelait Anne Olympe. D'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, parce que sa mère, qu'elle aimait beaucoup, est morte assez âgée, qui plus est pour l'époque. On peut imaginer que le rapport à sa mère a nourri cette question, puisqu'elle a dû elle envoyait de l'argent à sa mère, qui était restée à Montauban. Depuis Paris, elle envoyait de l'argent à sa mère. Ça a probablement nourri sa réflexion. Mais je crois aussi que c'est le propre des gens qui ont une vraie humanité. C'est que quand on est humain, on regarde les gens,
on regarde les autres, on n'a pas peur de l'altérité, et qu'elle voit et constate des choses. Dans les salons parisiens qu'elle a très très bien fréquentés dans la décennie 70 et une grande partie des années 80, elle a croisé le fameux chevalier de Saint-Georges, qui était quand même, pardon de le dire ainsi, une sorte d'animal de foire, qui était noir, très bien éduqué, très bon musicien, mais elle a bien vu quand même que c'était un peu l'élément exotique dans les salons parisiens et qu'il y avait toujours une condescendance, un mépris, alors que cet homme, il était poudré, perruqué et portait le bel habit et était excellent musicien. Donc c'est une femme qui a cette humanité. Moi, je ne dis plus que Olympe de Gouges est une humaniste. Je dis que c'est une femme qui a l'humanité chevillée au corps. C'est encore plus beau et c'est surtout encore plus juste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de l'altérité. Quand on est une femme au XVIIIe siècle, ne pas avoir peur de la différence, c'est déjà une révolution mentale. Et donc elle a cette empathie. Il y a un autre exemple qui nous le montre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle fait partie de ces voix qui revendiquent sous la Révolution le droit à la modération. C'est-à-dire que l'opposant politique n'est jamais l'ennemi. Justement, on n'est pas sur un champ de bataille. On est dans un débat politique, on est dans un débat d'idées. C'est pour ça qu'elle s'oppose à toute forme de radicalité. Mais elle le démontre, et c'est là où elle est forte. On est au mois de décembre 1792. Va commencer le procès du roi, qui est un moment fondateur de l'histoire de la Révolution et de notre société encore actuelle. L'avocat du roi, c'est le fameux Malesherbes, qu'a très bien étudié Elisabeth Badinter. Olympe de Gouges rend public un texte, tout le monde s'est moqué d'elle. Elle se propose, moi, Olympe de Gouges, je suis déçue du comportement du roi. Il nous a trahis. Il a trahi la Révolution. Il a trahi notre engagement à ses côtés, l'épisode de la fuite arrêtée à Varennes, etc., etc. Mais je distingue l'homme du roi. Et moi, Olympe de Gouges, je me propose d'être la deuxième avocate du roi Louis XVI. Enfin, comme on dit en décembre 92, de Louis Capet. Tout le monde se moque d'elle. Une femme qui dit le droit. Une femme qui est l'avocate, donc qui va prêter sa voix à celui qui fut roi de France, monarque absolu. Mais là, tout le monde se moque d'elle. Non seulement on se moque d'elle, parce qu'encore une fois, elle s'agite dans l'espace public et elle fait son intéressante, mais en plus de ça, on dit, mais pour qui se prend-elle? Elle a la prétention de dire le droit. Elle a la prétention de pouvoir prêter sa voix à celui qui fut roi de France. Et elle l'explique très bien dans son texte. C'est parce que derrière le roi qui a trahi, il y a un homme. Et ça, pour moi, c'est l'un des moments les plus, beaux et émouvants de cette trajectoire, parce que ça veut dire qu'elle démontre, elle se proposait d'aller défendre un homme qui avait certes trahi, mais qui, au demeurant, conservait son humanité. Et qu'il fallait faire la part des choses entre le roi, traître, et l'homme. Pour la guerre. Pour la guerre, alors c'est un petit peu plus compliqué. Oui, elle n'aime pas la guerre, ce qui est plutôt rassurant. Les gens qui aiment la guerre sont plutôt anxiogènes. Mais là, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu plus complexe dans la pensée d'Olympe. Elle a bien compris que la France, sans révolution, se lancer dans la guerre, ça allait être un désastre, et ce fut largement le cas. Les armées françaises sont totalement désorganisées, les officiers sont partis en émigration, enfin bon voilà, c'était en grande partie voué à l'échec. Au demeurant, elle va, à l'instar d'une Théroigne de Méricourt, dont elle est extrêmement proche, demander à ce que les femmes puissent, elles aussi, porter les armes. Non seulement pour assurer le maintien de l'ordre public, parce qu'elle le dit, mais la garde nationale, il n'y a que des hommes, c'est des citoyens, mais nous sommes des citoyennes. Donc nous aussi, nous pouvons prendre les armes pour préserver l'ordre public, maintenir l'ordre public. Elle ne veut pas du tout que les femmes soient armées pour se défendre en tant que femmes.
Elle veut agir en tant que citoyenne, participant en fait à la garde nationale, donc à l'ordre révolutionnaire et républicain. Et elle le dit, mais pourquoi les femmes, puisqu'il y a la guerre, pourquoi les femmes, elles aussi, ne peuvent-elles pas devenir soldats ? Bon, là, inutile de vous dire que aussi sur ces questions, que ce soit Théroigne de Méricourt ou Olympe de Gouges, on se moque d'elles. Voilà, c'est absolument évident. Et d'ailleurs, c'est même dans l'un des 17 articles de sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes puissent, elles aussi, porter les armes. Dernière question, quelles sont les autres femmes ? Alors, Théroigne de Méricourt, elle a été très très proche. Elles ont porté un certain nombre de combats ensemble. Contrairement à ce que l'on dit souvent, Théroigne de Méricourt n'est pas du tout une hystérique virago, pas du tout. C'était même une femme qui, elle aussi, était très clairement dans la modération. Olympe de Gouges se méfie aussi des femmes qui sont très peu nombreuses, une Pauline Léon, une Claire Lacombe, qui sont, elles, pour le coup, dans une radicalité politique très très forte. Moi, j'ai une obsession en tant qu'historienne, enfin j'en ai même plusieurs, mais celle-ci, c'est quelque chose qui pourrait m'empêcher de dormir. Est-ce qu'elle a connu Madame Roland ? Parce que c'est exactement la même sensibilité politique, à peu de choses près. Elles ont des amis en commun, comme par exemple Vergniaud, qui était un député girondin incontournable et l'un des plus grands orateurs de la Révolution. Là où elle est de qui est-elle très très proche, c'est des Condorcet. C'est-à-dire aussi bien de lui comme d'elle, Sophie. Et Olympe aimait réellement les hommes qui n'ont eu de cesse, pour un certain nombre d'entre eux, de la protéger, aussi bien pour l'encourager dans ses ambitions littéraires. Par exemple, Louis-Sébastien Mercier, qui a inventé en fait le roman de science-fiction, en fait, quelque part, d'anticipation, lui dit « Mais tu as une plume, tu as des idées, Olympe, tu dois écrire ». Il y a des hommes comme par exemple Jacques Biétris de Rosières, qui a été son compagnon, son amant, puis son compagnon. À plusieurs reprises, il la demande en mariage, elle lui répond « Il en est hors de question ». Voilà, donc elle reste veuve et célibataire jusqu'à sa mort, va lui donner beaucoup d'argent pour lui permettre justement de se réaliser, de s'accomplir dans son parcours littéraire. Il y a beaucoup d'hommes qui non seulement ont de l'affection pour Olympe, mais qui ont de l'admiration pour Olympe. Voilà. Donc son milieu, c'est un milieu assez élitiste. Elle est manifestement, on n'a aucune preuve par l'archive, mais très proche des loges maçonniques, très très proche. Manifestement, elle serait entrée à la fameuse loge des 9 sœurs, qui était la seule loge féminine. Mais son univers féminin, ce qui est certain aussi, c'est que le nombre de femmes qui l'ont détestée pendant la Révolution, parce qu'évidemment, elle changeait les lignes de front et elle expliquait aux femmes qu'il fallait rejeter les normes dans lesquelles elles sont nées, celles d'être nées femmes, ça n'a pas plu. Ça, c'est évident. Mais elle est aussi, comme toutes ces figures, moi, elle me fait beaucoup penser à cette jeune iranienne, Ayou Daryaei, qui, le 2 novembre 2024, a osé se déshabiller et évoluer dans l'espace public, c'est-à-dire d'aller à contre-courant. Ces femmes qui détournent le regard d'Ayou Daryaei, qui est en sous-vêtements, parce que très clairement, elles ont peur, ne serait-ce que de poser un regard sur cette jeune femme qui revendique, elle va peut-être mourir, mais en femme libre. Et ça, depuis, j'associe beaucoup Olympe à cette image. Eh bien, nous allons terminer sur cette figure contemporaine du combat des femmes. Merci beaucoup, franchement, Cécile. C'est grâce à toi que j'ai connu Olympe. Je la connais de mieux en mieux à chaque fois que je t'écoute. Je suis vraiment ravie que nous ayons pu profiter de ce moment. Et merci beaucoup à celles qui sont restées. Merci beaucoup à toi de nous avoir fait profiter de cette passion, finalement, qui t'anime sur l'histoire des femmes. Merci. Merci à vous.